Je me présente, parce que je connais pas, plein d'entre vous. Donc je m'appelle Mathilde, je travaille chez Digital 113, et j'ai le plaisir de m'occuper, des offres collectives que propose le cluster et entre autres des offres, d'accompagnement en lien avec des sujets d'actualité comme, l'AI-Act. Donc aujourd'hui, le défi de ce webinaire, c'est, de vous présenter l'AI-Act, qui est un texte qui compte des centaines de pages. Alors rassurez-vous, on va essayer de le faire d'une façon très concise, et de vulgariser un petit peu, les éléments importants, pour, vos structures, dans l'AI-Act. Et donc l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous donner, une clé de lecture, adaptée à votre entreprise et à vos réalités sur, intégrer des projets d'intelligence artificielle dans vos entreprises et sur comment les faire, de façon cohérente avec ce fameux texte européen qui est l'AI-Act qu'on va vous présenter. Donc je vais rapidement passer la parole à nos experts, pour le faire et puis ensuite, je reviendrai, vous parler de ce que vous propose Digital 113 pour vous accompagner, sur cette thématique. Donc, pour démarrer, on va donner la parole à nos 2 experts, donc Christophe Saint-Pierre de la société MDP et Luc Martin de Andrade de la société Unid, qui vont vous parler de projets d'IA dans vos entreprises. Et Luc, c'est toi qui démarres. Alors, bonjour à tous. Bon, effectivement, je suis le président de Unit, qui est une entreprise service numérique d'envergure nationale, spécialisée dans les data, l'IA et le management. Et puis, je suis aussi le président, je vous invite à aller regarder le site de Nexu, NXU, qui est un think tank dont le but est d'analyser les impacts sociétaux liés à l'accélération des technologies, notamment de l'intelligence artificielle. Alors, mon message aujourd'hui, c'est de vous dire que l'intégration d'une IA dans une entreprise, ce n'est pas qu'un problème technologique. C'est un problème holistique, c'est-à-dire qu'il intègre un tout avec une pluridisciplinarité nécessaire à la bonne intégration de ces technologies. Alors, certes, vous avez le numérique, et le numérique, c'est quoi? Ça peut être l'interopérabilité avec le système d'IA que vous mettez en place et d'autres systèmes existants déjà chez vous. C'est l'intégration aussi avec les data. C'est la transparence technologique. Et puis, c'est savoir sur quelle plateforme vous allez implémenter votre IA, que ce soit en interne chez vous ou une plateforme externalisée, souveraine ou pas souveraine. Quand je dis pas souveraine, ça peut être des plateformes américaines. Souveraine, il existe des plateformes françaises. C'est aussi un sujet éthique que Magali Germont va évoquer tout à l'heure. C'est un sujet éthique. En fait, l'éthique préfigure le droit d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous parler de l'AI Act, mais l'éthique, c'est un concept beaucoup plus large. Et dans une partie de l'éthique, on peut décider de réglementer. Donc, c'est un concept qui est extrêmement important pour vos entreprises dans la mesure où, si, comme le dit André Comte-Sponville, le capitalisme est amoral, le côté amoral fait que l'entreprise doit être rentable et si elle n'est pas éthique, elle sera vite repérée par les clients et donc, du coup, elle va perdre des marchés et perdre de la rentabilité. C'est un problème de confiance. Mais quand vous montez dans l'avion, vous faites confiance à l'avion. Une IA, c'est pareil. Il faut qu'on garantisse sa fiabilité, sa transparence. Il faut garantir qu'elle soit sécurisée. Je vous précise qu'à Toulouse, on a un laboratoire de recherche qui s'appelle Amity, qui entre autres travaille sur l'IA de confiance. C'est un problème neuroscientifique extrêmement important parce que il faut vous mettre en complémentarité avec l'intelligence artificielle. Alors, pour vous mettre en complémentarité avec l'intelligence artificielle, il faut que vous sachiez décrire ce que vous savez bien faire. Ce qui est toujours difficile, on a toujours du mal à définir ce que l'on fait pour pouvoir savoir travailler en parfaite complémentarité et en productivité avec l'intelligence artificielle. Et là, ça peut être l'intervention de cognicticiens pour vous aider à réfléchir. Et puis, c'est un problème réglementaire. Donc, on va y venir sur l'aspect formation pour les AI Act, je vais y arriver. C'est donc un problème, je reviens, holistique, pluridisciplinaire et in fine, un problème de change management. Voilà pour ce qui me concerne. Voilà. Euh,
Il y a une autre dimension à prendre en compte, c'est qu'en France, on a tendance à trouver que le, tout ce qui est réglementaire est là pour nous pénaliser. Il faut voir l'AI Act. Alors, on a du mal, hein, mais comme le RGPD et toutes les réglementations européennes, comme une opportunité. On le voit que le problème du contrôle par la CNIL, etc. En fait, le risque de contrôle, il est très faible pour nos industries. Il faut plus le voir, et Luc en a parlé, comme un problème comme un apport de confiance à nos utilisateurs. Là, il faut appuyer sur le bouton pour mettre qu'on voilà, c'est super. Euh, un problème de confiance, puisqu'en fait, l'AI Act euh, base, est basé sur l'IA de confiance et le niveau dessus, c'est l'IA éthique. Mais au-delà de la réglementation, euh, il est essentiel que un système d'IA apporte de la, excusez-moi, hein, je mélange mes mots, apporte de la, rassure les clients, les collaborateurs et les partenaires que vous allez avoir. Et en fait, en le prenant de façon, comme on dit, by design, c'est-à-dire dès le départ, et là, on est au tout début de la réglementation, tout n'est pas encore calé, mais on a les grandes thématiques. On va pouvoir, notamment dans des secteurs qui sont sensibles comme l'emploi, la formation, l'enseignement, la police, la justice et ces domaines-là qui sont dits sensibles ou critiques, on va pouvoir apporter des réponses euh, dès le départ qui sont rassurantes pour l'utilisateur et qui vont apporter, et c'est le dernier point, un gage de compétitivité. Parce qu'en en fait, et ça a été pensé comme ça, euh, de retraiter et de toucher à de la donnée personnelle avec de l'intelligence artificielle, donc avec un traitement automatisé, euh, aujourd'hui, les gens, ils sont hypersensibles. Tout ce qui est données biométriques, ils ne supportent pas qu'on les utilise sans qu'ils soient informés et sans qu'on le leur dise clairement. Donc, à partir du moment où on a pris en compte ça, on en fait un atout de compétitivité et un avantage concurrentiel sur notre terrain de jeu qui est l'Europe, puisque en Europe, les Américains, les Chinois et tous ceux qui sont très forts en intelligence artificielle ben, n'auront pas cette compétitivité et cette merde, compliance, voilà, en bon français. Et par contre, nous, on l'aura. Et à l'international, quand on va aller sur des terrains où les gens sont sensibles à ça, on va apporter un gage de confiance que n'auront pas les autres. Voilà. En gros, c'est ne le voyons pas que comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité d'être tranquille sur notre marché qui est l'Europe et d'être plus fort que les autres sur leur marché à eux. Voilà. Et c'est ce que font les Américains et les Chinois depuis des années et que l'Europe nous a permis d'avoir depuis 2018 avec le RGPD. Voilà. Moi, c'était tout pour moi, Madame Mathilde. Merci et Luc aussi pour ces introductions. Mhm. Euh, ce qu'on vous propose pour la suite, on va confier à Magali la lourde tâche de vulgariser en 15 minutes chrono ce qui est un texte d'une centaine de pages, de plusieurs centaines de pages. Plus, Et, plus, ouais. donc voilà, Magali, je te laisse te présenter et puis dérouler ta présentation. Trop Donc, facile. bonjour à tous. Magali Germont, donc je suis fondatrice de Lumière Conseil. Je suis experte en IA et en éthique des systèmes d'intelligence artificielle plus particulièrement. C'est vrai que moi, j'ai à cœur
de vulgariser et de vous accompagner, d'accompagner aujourd'hui tous les citoyens et les citoyennes dans une utilisation raisonnée et en effet de confiance des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, on l'a entendu, cette réglementation européenne, elle a été signée. Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, avant tout, il faut savoir que au regard en fait du RGPD qui a été mentionné par Christophe. Le RGPD, c'était un règlement qui vraiment s'attachait à la partie données et particulièrement données personnelles. Cependant, malgré ce qu'on pouvait penser, on s'est rendu compte que les technologies d'intelligence artificielle pouvaient malgré tout apporter non seulement des biais, mais surtout des fortes discriminations, même si elles n'utilisaient pas des données personnelles. Donc, il y avait quand même un risque pour les citoyens et les citoyennes, au-delà de simplement protéger et encadrer les données personnelles. Je m'explique. Par exemple, des systèmes de reconnaissance, en tout cas d'images, peuvent, alors bon, je ne rentrerai pas dans les exemples, ça c'est ce qu'on voit après quand on est en formation, mais ces systèmes de reconnaissance, rien que d'images, pouvaient mettre des populations, et là on ne parle pas de soi personnellement, mais des populations en fait, pouvaient discriminer des populations. Et là, si on fait partie de cette population, évidemment, ben, ça nous atteint, nous, personnellement. Donc, du coup, c'est un effet rebond. Et c'est là aussi qu'on a commencé à se rendre compte, en tout cas, l'Union européenne, avec en plus l'évolution très, très forte. Et j'ai envie de dire, c'était même avant le boom de l'IA générative. Le texte, il est vraiment dans les tuyaux de l'Union européenne depuis des années. Donc, c'était vraiment un texte qui était en travail et qui malheureusement a pris du retard à cause de l'arrivée, en effet, de ChatGPT entre les mains de tous les citoyens et les citoyennes il y a 2 ans. Alors, qu'est-ce que veut ce texte? En fait, il ne va pas s'interroger sur la donnée telle qu'elle, il va aller bien au-delà de ça. Et surtout, il s'interroge sur l'usage qu'il en est fait, en fait, l'usage qu'on fait des systèmes d'intelligence artificielle. Parce que finalement, l'usage est souvent rattaché à ce fameux mot confiance. Moi, utilisateur, utilisatrice, je veux ou j'ai besoin d'avoir confiance pour utiliser un système d'intelligence artificielle. Donc, alors, qu'est-ce que la définition, vous l'avez sous les yeux, c'est s'assurer finalement que tous les systèmes d'IA qui sont mis sur le marché européen, eh ben, justement, soient sûrs et ils respectent ces droits fondamentaux des citoyens, des citoyennes et les valeurs de l'Union européenne. Les valeurs, le mot valeur est aussi important parce que ce mot valeur va aussi au-delà d'une simple loi, puisqu'il est quand même rattaché à les notions d'éthique. Et c'est un petit peu la difficulté de ce règlement, c'est qu'en effet, à partir du moment où on parle de valeurs personnelles, de valeurs de communauté, de valeurs d'une entreprise, de valeurs d'un pays et là de valeurs de l'Union européenne, eh bien, on va toucher des notions qui sont propres à l'éthique, comme justement la non-discrimination, comme la loyauté, la transparence, enfin voilà, des valeurs qui sont vraiment importantes et qui sont plus ou moins retranscrites dans ce texte. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on n'est pas, c'est pas bien ou mal et c'est pas à l'instant T vrai ou faux. On n'est pas dans une loi, on est vraiment dans un règlement. Et c'est pour ça que la thématique et d'ailleurs le titre de ce webinaire, c'est démarche. On n'est pas là pour valider une compliance Act. En revanche, l'objectif, c'est que chacun soit sensibilisé à une méthodologie et à une démarche, en fait, pour être, on va dire, dans une démarche de compliance à Act. Alors, je reviens sur ce mot qui est hyper important, c'est l'Union européenne, et moi je l'utilise et je le réutilise régulièrement, le mot système d'intelligence artificielle. En effet, on a tendance à parler d'IA, IA, IA. Derrière le mot IA, on y met tout et n'importe quoi. On voit souvent quand on vous pose la question, déjà si on vous pose la question temporelle de quand est née l'IA, on a des réponses vraiment complètement hallucinantes sur la temporalité. Et surtout, souvent, on personnifie finalement une technologie. On parle de système d'IA parce que c'est bien au-delà. Et j'ai envie de dire, je simplifierai, à partir du moment où on a une automatisation et une espèce d'autonomie technologique, eh bien, on est dans un système d'intelligence artificielle. Alors,
l'IA, hein, il faut savoir, enfin, les modules d'intelligence et les algorithmes d'intelligence artificielle, ils sont développés et choisis avec des finalités. On les développe parce qu'on cherche à résoudre une problématique ou à répondre à quelque chose. La finalité, nous, êtres humains, en général, au départ, ça a été de pouvoir automatiser certaines réflexions, hein, automatiser un simple si alors, comme on le fait en robotique, hein. C'était un petit peu l'origine des systèmes experts. Mais après, ça a évolué avec des envies de recommandation, de classification et dernièrement avec l'IA générative, de génération. Donc, c'est pour ça que la thématique et en fait le mot système d'IA est extrêmement large. Et peut-être que vous vous dites, ah ben moi, j'ai pas encore intégré d'IA générative chez moi, donc finalement ce règlement n'est pas pour moi. Eh bien, peut-être que vous avez tort. On peut continuer, Mathilde. Alors, qu'est-ce que dit le règlement européen? Je vais vous faire très court parce que, évidemment, on ne va pas faire tout un cours sur l'AI Act. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut être conscient déjà des systèmes d'IA que j'ai chez moi ou que j'ai l'idée de développer. Donc déjà, il faut connaître quels sont les systèmes d'IA que je possède, qui sont dans mes produits ou que j'exploite, ou les innovations auxquelles je pense. Ces systèmes d'IA, ils ont en fait une classification, donc l'Union européenne est rentrée par la notion de risque, mais usage, hein, on l'a dit, hein, l'entrée en fait aujourd'hui des systèmes d'IA, c'est l'usage qu'il en est fait. Et en fonction de leurs usages, on a créé une espèce de pyramide des risques avec 4 niveaux de risque qui vont du risque minimum jusqu'au risque inacceptable. Alors, l'idée va être d'identifier en effet quels sont vos systèmes d'IA, et puis d'identifier finalement, d'être en capacité d'évaluer leur niveau de risque. Et en face de chaque niveau de risque, eh bien, il y a des exigences, parce qu'une réglementation, elle est là aussi, malheureusement, hein, pour vous imposer, comme on l'a dit, une démarche, c'est-à-dire, il faut mettre en place certaines exigences, il faut un plan d'action, il faut une méthodologie. Alors, dit comme ça semble forcément un peu complexe et bon, j'ai lu rapidement les commentaires qui sont passés. Oui, c'est encore quelque chose qui est contraignant, on y voit, hein, de toute façon, on a l'habitude, et puis on a toujours l'impression que c'est le verre à moitié vide et que c'est vraiment un frein à l'innovation, un frein à tout. Alors Christophe l'a bien exprimé juste avant et Luc aussi, c'est pas un frein, simplement c'est une méthodologie et de la même manière que de toute façon le monde est en transformation digitale, eh ben, nous avons aussi, nous dans nos propres métiers et surtout dans notre manière d'être responsable et surtout d'être transparent, eh ben, une espèce de mutation de nos manières de travailler avec, en prenant en compte finalement cette réglementation en toile de fond. Alors, cette réglementation, elle va vous demander surtout un effort de documentation, mais ce n'est pas non plus une documentation hein, qui fait 10 000 pages et voilà, qui va faire perdre un temps de dingue. C'est plutôt une documentation et une traçabilité de votre modèle. C'est-à-dire savoir, et que vous-même, en plus, c'est un avantage, en fait, pour vous, de reprendre en fait les rênes de votre modèle d'intelligence artificielle et de savoir quelles sont les données sur lesquelles le modèle a été entraîné, comment est-ce que on a choisi le paramétrage du modèle, la fiabilité des données sortantes, la robustesse de votre algorithme, et puis la manière après dont c'est exploité, et surtout la transparence du fait qu'il y a un système d'intelligence artificielle dans un de vos produits. Par exemple, là, il y a une personne qui est connectée, hein, qui a utilisé l'IA, une IA pour retranscrire tout ce qui s'est dit. Eh ben, on le voit parce que dans les connectés, il y a écrit, je crois que c'est Jade, et on voit Note Files, bon bref, pas de pub pour un outil, mais on voit que cette personne, en fait, s'est notifiée. J'ai une information, donc je suis consciente à cet instant si j'ai envie de me taire et de dire non, parce qu'il y a une IA qui m'écoute, je peux me taire. Donc moi, utilisateur final, eh ben, j'ai ma liberté
Et ça, c'est un droit fondamental et un droit éthique. J'ai la liberté de dire, je continue de parler ou pas, je suis consciente. Et c'est un peu ça que propose le règlement européen. Donc, c'est pas une contrainte, c'est simplement être un peu plus authentique et apporter une certaine confiance. On peut passer le slide. Alors, les exigences, hein, j'en ai parlé rapidement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, elles sont surtout pour les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, hein. Il y a vraiment une catégorisation, il y a quelques exigences pour risque minimum et risque moyen. Haut risque, c'est ce qui est le plus contraignant parce que, ben, évidemment, malheureusement, hein, c'est ce qui a le plus d'impact sur les citoyens et les citoyennes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune des bulles, mais l'idée, et c'est vraiment ce qu'a dit Luc en introduction, c'est vraiment une vision très holistique parce qu'on va s'intéresser aussi bien à la donnée que finalement au process de vos entreprises, c'est-à-dire à la traçabilité, que à la manière dont vous allez former et informer, de la documentation, et ça c'est vraiment important parce que c'est vraiment quelque chose qu'on met toujours de côté, surtout les data scientists, et je le sais pour avoir managé énormément d'équipes de data scientists et être moi-même une data scientist de formation. Souvent, la documentation de nos algorithmes, c'est pas ce qu'on fait en priorité. Eh ben, pourtant, ça devrait, et on devrait prendre en fait, c'est comme tout, hein, c'est des habitudes. On devait prendre l'habitude de documenter. Et puis, il y a cette vision évidemment autour de la cybersécurité, autour de la robustesse du modèle, parce que si on met en place des modèles d'intelligence artificielle et que dans le temps, ils perdent en performance, avec en plus l'évolution technologique forte, à un moment donné, on perd même la notion du fait que le modèle n'est absolument plus fiable. Et ça, c'est une réalité technique. Donc, c'est important aussi d'avoir ce regard. Et puis, d'avoir le regard de monitoring, donc d'avoir vraiment une démarche tout au long du cycle de vie, finalement, d'un projet d'IA. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La démarche dans sa globalité, ça va être, et c'est un peu ce que va vous présenter après Mathilde, hein, sur la réponse à toutes ces problématiques. Ben déjà, il faut comprendre. Et comprendre, c'est former. Parce que si je vous dis, quels sont vos systèmes d'intelligence artificielle chez vous et que finalement, vous n'avez pas déjà la définition de qu'est-ce qu'un système d'intelligence artificielle, vous n'allez pas être en capacité d'identifier où est-ce qu'ils sont. Ou en tout cas, ce ne sera pas exhaustif. Et peut-être dans la non-exhaustivité, il y en aura un qui sera à haut risque, voire peut-être inacceptable. Bon, j'extrapole. Mais donc, il y a vraiment un besoin de comprendre. Mais un besoin de comprendre aussi bien dans j'identifie mes systèmes d'intelligence artificielle que j'utilise toutes ces technologies. Parce qu'on a vu aussi, finalement, l'utilisation de ChatGPT, on peut avoir des bonnes utilisations quand on a été formé au prompting, quand on connaît et on sait avoir ce recul sur la réponse qui nous est faite, comme on peut l'utiliser tel quel, sans formation, et en fait sortir des résultats complètement hallucinatoires. Donc, il y a vraiment ce besoin très très fort aujourd'hui, et c'est l'entrée de former. Il faut former tout le monde, plus ou moins techniquement, plus ou moins dans des détails, de manière sensibilisée ou de manière très très pointue et avec une certaine montée en compétences. Mais c'est vraiment l'enjeu de vos entreprises aussi pour garder vos compétences internes aujourd'hui, ou en tout cas ne pas les perdre au passage, c'est la formation. Cette formation, elle va nous permettre de comprendre déjà qu'est-ce que c'est qu'un système d'intelligence artificielle. Une fois que je l'ai compris, je peux les identifier, hein. C'est une espèce de cartographie. Où sont mes systèmes d'IA? Voire, je peux identifier dans quel projet d'innovation de mon entreprise future il va y avoir des systèmes d'intelligence artificielle. Une fois que j'ai cette cartographie, eh bien, je vais être en capacité, parce que j'ai été aussi formée à cela, d'évaluer leur niveau de risque. J'évalue et je me rends compte où est-ce que je me situe dans la pyramide des risques. Et puis, en fonction évidemment de ce niveau de risque, je mets en œuvre mon plan d'action par rapport aux exigences réglementaires. Risque minimum, risque moyen, c'est des exigences assez simples, hein, facilement à mettre en œuvre. Au risque, évidemment, c'est un peu plus contraignant. Mais j'ai envie de dire,
c'est contraignant la première fois. Comme toujours, hein, les premières fois, c'est toujours contraignant parce qu'il faut des nouveaux templates, une nouvelle méthodologie, il faut accompagner le changement, changer les mentalités. C'est contraignant la première fois. Mais après, ça devient automatique. Et dans quelques années, si vous l'avez pris maintenant, ce sera même plus une thématique, ce sera plus un sujet. Ce sera exactement comme le RGPD. Il y aura des processus, peut-être que vous serez même outillé et ce sera rentré finalement dans vos usages classiques. Et puis, il y a quand même un accompagnement, donc il va falloir malgré tout suivre cette démarche réglementaire, d'autant que on est à l'origine de la signature, qu'il y a tout un tas finalement de paragraphes qui sont encore en réflexion. Il y a tout un tas de cas particuliers aussi, donc ce n'est que le début. Ça va évoluer, hein, c'est l'avantage aussi d'une réglementation, et donc votre démarche aussi va devoir évoluer. Et donc, il va falloir aussi que vous ayez une espèce de regard continu, donc une personne qui puisse soit vous accompagner, soit être formée en interne dans suivre l'évolution de la réglementation pour pouvoir réadapter au fil de l'eau cette démarche que vous aurez mis en place au sein de votre entreprise. Merci Magali. Voilà. Je vais poursuivre pour la dernière partie et puis ensuite on laissera un petit peu de temps pour les questions. Pour vous présenter en fait la réponse de Digital 113 à ce contexte qui a été évoqué par Christophe, par Luc et par Magali. Donc aujourd'hui, nous, il est évident qu'on n'allait pas, laisser des entreprises fournisseurs d'intelligence, de SIA, pour reprendre les bons termes, et utilisatrices aussi de SIA, sans solution pour rentrer dans une démarche de conformité au texte de l'AIACT. Donc, ce qu'on a réfléchi tous ensemble, c'est de vous proposer un accompagnement, une offre de formation à la carte, parce que vous l'avez bien compris que selon les niveaux de risque de vos SIA, vous n'allez pas avoir le même travail, les mêmes besoins, et donc il y a tout un travail aussi d'identification de vos systèmes critiques. Et donc, on a essayé de faire une offre complète et en même temps très adaptée aux besoins de chacun, puisque vous l'avez bien compris, tout le monde est concerné, fournisseurs qui distribuent ou proposent des SIA dans l'Union européenne, utilisateurs de SIA dans l'Union européenne, et fournisseurs et utilisateurs de SIA situés dans un pays tiers et où la production produite par les systèmes sont utilisés dans l'Union européenne. Alors, je vais essayer d'être assez claire par rapport aux différentes entrées dans le dispositif qu'on vous propose. Vous avez tous des niveaux relativement différents, mais vous allez pouvoir vous retrouver dans un de ces profils. Peut-être que certains ont besoin de voir ou de revoir les fondamentaux de l'IA, bon, parce que j'ai besoin de comprendre un petit peu mieux pour savoir comment me positionner. Nous avons développé une offre de formation pour pouvoir mieux cerner le contexte de votre structure et donc pouvoir ensuite dérouler la suite selon votre contexte. Vous avez ou vous pensez avoir des SIA, mais vous n'en êtes pas vraiment sûr. Donc là-dessus, on va devoir mener un travail ensemble. Ou vous êtes sûr d'en avoir, mais vous avez besoin de les cartographier pour essayer de comprendre quels sont les différents niveaux de risque. Parce que vous en avez très certainement plusieurs dans vos structures. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes niveaux de risque. Donc, à ce moment-là, nous, on a développé une offre de formation pour vous accompagner sur la cartographie de vos SIA et une évaluation de leur niveau de risque. Donc, à l'issue de cette formation, vous allez être en capacité de pouvoir dire où sont vos SIA, évidemment ce qu'ils font, et comment ils se situent dans la pyramide présentée précédemment par Magali. Et une fois que vous avez cet état des lieux, vous avez, on va dire, une grande avenue dessinée devant vous pour savoir ce qu'il faut faire pour rester en conformité avec l'AIACT. Et dans le cas où vous avez des SIA à haut risque, on vous propose un diagnostic outillé, en fait, pour qualifier, en fait, au niveau des SIA à haut risque,
quelle est sa maturité au regard de l'AI Act et comment on va pouvoir vous proposer un plan d'action détaillé pour pouvoir le rendre, vous accompagner à le rendre conforme aux exigences des textes. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà très clairs avec leur SIA, à savoir, une cartographie est déjà faite, vous savez où vous en êtes, vous savez que vous en avez un à haut risque et donc vous pouvez rentrer aussi directement par ce diagnostic, qui peut vous être proposé, tout seul. Donc en fait, j'essaie de reprendre dans un grand schéma pour essayer de vous montrer les entrées à différents niveaux, pour vous montrer qu'on n'a pas réfléchi sur un parcours, un pavé à vous livrer, vous êtes obligé de suivre tous les modules. On a essayé de réfléchir à une entrée qui correspond à chacun d'entre vous en fonction de votre réalité. Donc, ce sont des modules de formation qui sont tous courts, là on va revenir dessus, et qui permettent d'attaquer, de rentrer dans le vif du sujet directement en fonction de votre niveau. Et si vous ne savez pas quel est votre niveau, nous on sert à ça aussi, on peut vous accompagner pour vous guider et vous accompagner à comprendre quelle est l'entrée la plus pertinente pour vous. Donc, si on fait, on peut faire un scénario je prends le 1 bis et j'ai besoin de cartographier mon SIA, cartographier mes SIA, pardon, pour voir quels sont leurs niveaux de risque. Et au final, j'ai que des risques faibles. Alors, je ne sais plus si c'est le bon terme, Magali, tu me corrigeras, mais j'ai que le bas de la pyramide, j'ai pas de SIA au risque. Finalement, je suis nickel par rapport à ce sujet-là. Nous avons tout de même imaginé 5 modules de formation différents pour pouvoir vous permettre, si vous souhaitez vous professionnaliser sur différents sujets autour du pilotage de projets IA dans vos entreprises, pouvoir prendre ce type de module à la carte. En revanche, je cartographie mes SIA, boum, j'ai un SIA au risque, mince, il faut que je réagisse, mais je ne sais pas comment faire. On passe sur le diagnostic, donc avec un outil qui vous est proposé. Et avec ce diagnostic qui est fait, enfin je parle d'un outil, mais évidemment il y a des experts derrière qui livrent un livrable et un plan d'action avec des préconisations. Parmi ces préconisations, on pourra vous proposer peut-être 2 formations dans le lot 3. Peut-être que ça sera la gouvernance et la qualité des données et la conformité réglementaire et la cybersécurité. Tout ça sera dépendant de ce diagnostic, puisque du coup, chaque diagnostic qui correspond à un SIA, hein, chaque diagnostic livrera un résultat qui sera propre à votre entreprise et à vos réalités. Comment on l'a pensé? Et si certains d'entre vous sont habitués à travailler avec Digital 113, mais peut-être pas tout le monde, vous le savez, on a imaginé des modalités de formation accessibles. On connaît vos réalités en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable informatique, en tant que CTO de vos entreprises, peu importe. On le sait, vous n'avez pas de temps. Donc, on a essayé de créer des durées de formation très cohérentes entre 4 heures et 8 heures pour chaque module, pour que vous puissiez, pour vous livrer un contenu pédagogique vraiment le plus efficient par rapport à votre besoin. Les groupes aussi, de façon volontaire, on va pas faire des groupes de 12-15 personnes. On a des groupes vraiment à taille humaine pour vous permettre de favoriser les échanges et de pouvoir poser vos propres questions avec vos propres cas pratiques. Ça, je parle de l'interentreprise, hein, donc plusieurs personnes d'une même entreprise dans une session de formation. Nous avons aussi imaginé une entrée par entreprise. Peut-être que certains d'entre vous ont des entreprises avec une taille assez conséquente et veulent former plein de monde de votre structure sur cette thématique. Peut-être que la cartographie, vous avez besoin de mettre 7 personnes autour de la table pour que ce soit efficace. Et donc, on a réfléchi aussi à une tarification différente pour votre entreprise pour que ce soit le plus intéressant possible. Et enfin, évidemment, des tarifs cohérents avec tous les tarifs que propose Digital 113 sur leurs offres de formation. Et surtout, notre certification Calliope vous permet de faire financer ces formations par votre OPCO, quel qu'il soit. Donc, ces thématiques sont éligibles à des financements au titre de vos fonds de formation.
Alors, moi, j'ai terminé sur la présentation. Évidemment, on vous enverra, enfin, le site internet de Digital 113 est prêt pour vous présenter davantage ce que je vous ai dit. Les programmes de formation sont aussi prêts et en ligne, et vous allez pouvoir en prendre connaissance. On vous recontacte pour pouvoir amorcer avec vous ce projet ou vous aider à vous situer pour savoir où est-ce que vous êtes dans ce logigramme. Et si vous avez des questions, il nous reste une vingtaine de minutes pour qu'on puisse y répondre. Si c'était pas clair ce qu'on a raconté, n'hésitez pas. Et allumez vos micros, hein, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous avez tout compris ce que j'ai raconté? C'était quelque chose quand même, hein? Tout, c'était très clair. C'était clair, merci Frédéric. C'est vrai, Mathilde, très clair. Merci. Moi, j'ai une question, peut-être. Donc, ça va pas du tout être pour vous, je suis désolé. Mais du coup, Martin, je vais mettre ma caméra peut-être. Hop, donc, moi, je m'occupe de la partie, du coup, accompagnement des adhérents au sein de Digital 113. C'était là pour avoir un chaud petit ressenti, peut-être si vous n'avez pas de questions. Est-ce que c'est déjà un sujet qui vous intéresse et qui va vous aider, selon vous, dans votre mise en place de systèmes d'intelligence artificielle dans vos structures? Voilà, s'il y en a déjà qui sont intéressés pour aller plus loin, peut-être avoir plus d'infos et pouvoir accéder aux modalités de ces formations. Euh, voilà, n'hésitez pas à main levée, on peut faire un vote si vous voulez, comme vous le souhaitez. Je vois qu'on déchaîne les foules en tout cas, ça fait plaisir. Frédéric, merci. Oui, Merci moi, je Frédéric. participe. Je suis intéressé par ce sujet de l'IA. Donc, nous, on y est en plein dedans. Donc, effectivement, donc, avoir cet appui avec Digital 113 est très intéressant. Merci. Oui, nous, c'est pareil. On est côté organisme de formation, mais on est vraiment là-dedans aussi, à la fois sur enfin, à la fois pour nous, équipe, dans le fait de se former, et à la fois également pour transmettre aux futurs, on va dire, salariés de la filière du numérique. Donc, on est en plein dedans, nous aussi. Merci Sophie. Oui, bonjour, Karim, Christian ah, pour la SNCF. Pardon. Oui, alors nous, on a effectivement des développements en interne et aussi on fait appel à des partenaires externes. Et bon, j'ai échangé avec les équipes de Digital 113, avec Magali notamment. On travaille sur des sujets d'aide au recrutement. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile parfois, lorsqu'on a ces partenaires externes, de comprendre quelle est la sensibilité de leur IA par rapport aux notions d'éthique, par rapport à l'IA Act. Donc oui, moi je trouve très, très intéressant l'offre que vous proposez, parce qu'on ne peut pas avoir un dialogue constructif avec un potentiel partenaire sans avoir ce background qui est indispensable. Alors, j'avoue qu'il y a encore des zones sensibles, hein, des zones d'ombre, hein. Quand on parle de diagnostiquer un algorithme, ça pose vraiment de réelles questions techniques et de capacité aussi à le faire. Mais la notion d'éthique et de confiance aujourd'hui est parfois, comment dirais-je, un peu floue dans les offres que l'on peut avoir. Donc, ça nous amène, nous, groupe, à une extrême vigilance sur tous ces sujets, hein. Donc, je pense qu'on peut être que… Enfin, moi, je trouve super l'initiative de Digital 113 de nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'IA, les risques, et d'avoir un dialogue plus construit avec des partenaires externes, parce qu'on sait qu'on a des entreprises, tous, qui sont extrêmement exposées. On peut prendre aucun risque sur ces sujets. Donc, bravo pour votre initiative, quoi. Ouais, merci. Si Et je, ça me si- permet de détailler ah, que, évidemment, Digital 113, nous, on fait ça entouré d'experts. Magali, qui a parlé, fait partie du pool de formateurs qui sont positionnés sur cette thématique. Et évidemment, voilà, qu'on s'entoure des bonnes personnes, experts de l'intelligence artificielle, experts de l'éthique de mm, l'IA, pour pouvoir vous délivrer ce type de formation. mm. Vas-y, Magali. Pour compléter les propos de Christian, c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, hein, pour vos entreprises, c'est quand vous utilisez
vous faites appel à des prestataires. Moi, pour avoir questionné, donc bon, je cherche toujours la question parce que la question tatillonneuse, parce que quand je pose la question, est-ce que vous avez déjà implémenté une démarche IACT compliance, etc. Bon, évidemment, les entreprises vont vous répondre, mais oui, 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 oui. Et en fait, souvent la réponse, elle est très orientée RGPD. Et c'est vrai que si on vous a pas préparé à cette compréhension et à ces clés de lecture en fait des réponses éventuelles des fournisseurs, et même peut-être que vos propres commerciaux sont et normal, c'est normal, ont été formés à répondre avec une réponse RGPD compliant. Et si vous l'avez bien compris, bah souvent le RGPD compliant face au système d'intelligence artificielle n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et c'est vrai que, du coup, on a besoin aujourd'hui d'avoir plus de clés de lecture sur les modèles que vous allez peut-être acheter, utiliser, exploiter, mais même sur les modèles qui sont sur étagère. Être conscient de l'importance finalement de la manière dont ils ont été développés et d'avoir vraiment cette transparence d'information sur la performance du modèle, sur les données d'entrée, les données de sortie, sur la présence ou pas de biais, parce qu'on peut simplement, un biais n'est pas toujours négatif, un biais des fois il est nécessaire. C'est pas ça qui est négatif, c'est par contre d'être conscient qu'il y a des biais et de ne pas l'exprimer. Et là, ça devient dangereux pour l'utilisateur. Et c'est toujours pareil. En revanche, si l'utilisateur est conscient que dans les réponses, il y a un certain niveau de biais parce que c'est la raison d'être du modèle, mais il n'y a pas de problème. En tout cas, il y en a moins. Et c'est vraiment travailler davantage sur ce rapport entre l'utilisateur, le développeur, la personne qui exploite, la personne qui conçoit, la personne qui imagine. C'est avoir vraiment un discours transparent en fait et éthiquement ouvert avec des valeurs, avec authenticité et voilà. Et ça, bah, ça passe par la formation parce que on peut pas poser les bonnes questions si on n'a pas été formé au préalable. Mais si on connaît pas vraiment la thématique, si on sait juste mais qu'on ne connaît pas, on passe à côté en fait de certaines réponses qui vont vous être faites et qui en fait sont des réponses contournées, détournées et peut-être sans le savoir, le système d'IA n'est pas totalement IA compliant. Voilà. Je voudrais rajouter un petit commentaire à ce que vient de dire Magali. Alors, il faut sécuriser vos entreprises. Déjà, la RGPD prévoit quand même, en cas de non-respect, des sanctions qui peuvent être lourdes. C'est pareil aussi pour les AI Act. Les sanctions peuvent être lourdes aussi. Sachant qu'en plus, il y a des problèmes de convergence entre ces différentes réglementations, que ce soit les RGPD, les AI Act ou le Digital Act. Donc, il faut bien être conscient de tout ceci pour sécuriser son entreprise, ne pas l'exposer à un risque réglementaire et puis ne pas se tromper ou oublier d'en tenir compte pour faire marche arrière parce qu'on a mis en place une IA il y a 5-6 mois et que finalement, il faut tout remettre en cause. Et donc, c'est bouleversant pour l'entreprise. D'où l'importance, effectivement, pour rejoindre un peu ce que dit Magali, de traiter ce sujet-là au plus tôt. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question qui va directement à la suite de ce que vous venez de dire. Moi, je suis dans l'IA toute la journée. Vous parlez de sanctions sur la base de l'IA Act. Moi, je voudrais savoir si d'abord il y a une certification qui dirait voilà, ce système est certifié, votre système est certifié, et qui interdirait l'utilisation d'autres systèmes sur le territoire européen. Est-ce que c'est dans les AI Act, ça? Ça, je laisserai Magali qui connaît beaucoup mieux le sujet que moi, mais dans aucune réglementation n'induit une certification. On doit être conforme à la réglementation ou on ne l'est pas. Et après, les textes peuvent être interprétés voilà, d'une façon ou d'une autre. Donc, en soi, la logique de certification ne prévaut pas en matière de réglementation. Magali? Oui, alors c'est toute la différence finalement entre une loi et une réglementation. Ce que tu vas avoir des labels. Si vraiment tu as besoin de montrer, vous avez besoin de montrer, et il y a des labels. Alors, il y en a plusieurs.
Donc, je ne vais pas pouvoir les citer, mais il y a plusieurs entreprises, associations, syndicats qui proposent des labels, donc qui proposent de vous labelliser. C'est un peu la même démarche que l'audit, mais ça n'est pas du tout validé par l'État. C'est ce label qu'il faut suivre et à la fin, je vous valide que c'est le label qui vous sécurise complètement. En revanche, évidemment, quand on passe un label, mais avant même de passer un label, à partir du moment qu'on rentre dans une démarche comme propose en fait Digital 113, la démarche audit, donc vraiment c'est avant le lot 3, le lot 2 bis, il me semble, la démarche audit, c'est un peu la même. C'est déjà aller regarder un peu tous vos process, comment vous mettez en place un plan d'intelligence artificielle comment vous suivez vos projets d'IA au sein de votre entreprise. Et quelque part, de toute façon, quand vous avez évalué cette maturité, vous êtes proche d'une certification. C'est un peu comme les labels NR. C'est un peu la même chose. C'est une démarche. Aujourd'hui, je connais aucune entreprise qui est full numérique responsable. Et où on peut dire, cette entreprise, d'un point de vue green, éco-responsable, etc., elle est 100% full. C'est pas vrai. Parce que ça évolue et parce que dans les usages, dans les matériaux, peut-être qu'aujourd'hui, les ordinateurs de l'entreprise, ils sont tous reconditionnés, ils sont neufs, ils sont bien pensés, mais que dans 5 ans, ce ne sera pas le cas. Donc, on ne peut pas en fait avoir ce tampon qui dit OK, c'est bon, c'est certifié. En revanche, on peut mettre en avant un tampon qui dit nous, on est dans une démarche et on continue et on est sensible. Et quelque part, l'Union européenne et demain la CNIL, ce qu'elle va regarder, c'est ça. Et c'est vrai, alors c'est d'autres sujets sous-jacents, c'est comment on organise au sein de son entreprise justement ce suivi, le suivi de cette démarche, la mise en œuvre. Côté RGPD, ils avaient trouvé le moyen d'avoir un DPO. Côté IACT, c'est une réflexion globale, c'est une réflexion de gouvernance. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette proposition de Digital 113, peut-être pour vous aider aussi à mettre en place votre gouvernance autour des systèmes d'intelligence artificielle et puis la manière de communiquer qui va rejoindre un peu ce que vous dites, c'est-à-dire demain, malgré tout, on peut communiquer sur le fait qu'on est sensible à ces questions et on a pris la thématique. On l'a pris dès le départ, on l'a pris by design. Et quelque part, c'est déjà le plus important. Compléter ça, en fait, ce qui est très pénible pour les étrangers, c'est que justement, il n'y a pas de certification. Il y a un risque juridique sous-tendu par cette réglementation, comme celle du RGPD, qui agace fortement notamment les Américains, ce qu'ils disent, c'est pas blanc ou noir. On ne sait pas si le gendarme va nous tomber dessus ou pas. Donc, il y a un risque juridique. Donc, si le marché n'en vaut pas la peine, on ne va pas y aller. Tout à fait d'accord. En fait, c'est le risque actuel. Moi, j'entraîne des IA. Je me mets dans l'optique d'être concurrent sur mon marché. Donc, je suis obligé, et je le dis clairement, vous pouvez le répéter, j'entraîne sur des données qui sont publiques et des données sur lesquelles je n'ai pas d'accord. Mais c'est ce que font les Américains, c'est ce que font les Chinois, c'est ce que font les Coréens. Et on n'a pas d'autre choix. Et aujourd'hui, me mettre dans une démarche qui serait... moi, je suis une petite entreprise. On est très, très innovant, mais me mettre dans cette démarche-là me poserait d'abord un problème financier, certainement. Ensuite, me poserait un problème de ralentissement vis-à-vis de la concurrence. Je ne parle pas d'IA générative, on fait plutôt de la vision, du computer vision et du traitement du signal. Et si on ne se met pas dans cette démarche qui est plutôt une démarche de compétitivité avant la réglementation, parce que c'est ce que font les Américains. Les Américains, c'était bien écrit tout à l'heure, ils testent et après, ils voient. Et bien nous, on fait le contraire. Et moi, je pense que cette démarche-là, elle devrait être assouplie. C'est-à-dire dire, allez-y, on verra bien après ce que vous avez fait, est-ce que c'est conforme. Voilà ma position. Je sais qu'elle est certainement pas du tout Non. orthodoxe. Alors pas du tout, mais juste pour compléter ce que vous venez de dire. Hein. Attention, déjà, l'apprentissage, à partir du moment où vous êtes en R&D, c'est ce que dit le règlement, donc c'est pour ça qu'il faut assouplir, il ne faut pas le voir. À partir du moment où vous êtes dans une démarche de R&D dès le départ, donc les entraînements qui se passent en R&D, ils ne sont pas soumis à la réglementation. C'est lorsqu'on passe en production
que là, évidemment, la réglementation vous tombe dessus. Donc déjà, l'entraînement en tant que soi, à partir du moment où c'est tracé, et à partir du moment où vous avez la transparence de dire ce que vous venez de nous dire là, eh ben, Oui. entre guillemets, s'il y a de la documentation sur on connaît, on le sait, c'est entraîné sur des données du web, sur telle source et telle source et telle source, bah, vous êtes dans une démarche IAT compliance. Mais en fait, il faut le faire, il faut le dire, il faut l'écrire, et il faut savoir que la R&D, justement, elle est préservée. C'est à partir du moment où c'est industrialisé. Le risque, il est pour l'utilisateur, il est dans l'industrialisation. Donc, il y a différentes étapes. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus... Enfin, pour moi, votre discours, il est alarmiste et il dépasse en fait la réalité du règlement parce qu'on dit beaucoup de choses sur ce règlement, mais c'est pas vrai. Il n'est pas là pour vous empêcher, vous contraindre et être non compétitif. Par contre, il est là pour apporter des valeurs et entre autres, bah, cette valeur de transparence. Voilà. Dominique, je vais changer de casquette. Vous savez peut-être, je suis coprésident de la commission numérique et innovation du MEDEF de Haute-Garonne et connecté avec le MEDEF national, notamment depuis un an sur ces problèmes de réglementation et de ce que font les instances nationales pour suivre et agir sur cette réglementation. Je serais intéressé à l'occasion d'un échange avec vous pour avoir votre perception du terrain et pouvoir le faire remonter au national. Parce que, comme le disait Magali, cette réglementation est appelée à évoluer. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, quand il est venu à Toulouse, a dit, bon, bah, on a les IAT, j'espère que ça ne va pas faire fuir les entreprises, sinon on avisera. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre que ça fasse fuir les entreprises, mais il faut peut-être agir. Donc, si vous avez un message à faire passer, je suis OK pour qu'on puisse échanger et que vous puissiez me donner une vision du terrain, quoi. Oui, avec Ok, merci. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On est vraiment dans le monde. En fait, on est dans les ENR et dans la protection de la biodiversité. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est plutôt une perception générale sur tout ce que l'on peut voir avec nos ordinateurs, avec notre computer vision. Et ça sera avec grand plaisir. Ok, ça marche. Je note votre adresse mail là et je reprends contact avec vous. Est-ce qu'on a des questions sur l'offre qu'on vous propose ou pas? Il y a un truc, non. Ah, super, c'est votre mail. J'ai des personnes qui sont intéressées, alors ce ne sont pas de la SNCF, mais elles sont intéressées. Je les envoie vers toi, Mathilde? Avec plaisir. Ok. Bon, ben du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, on va vous envoyer les éléments avec un peu plus étoffé aussi pour que vous puissiez rentrer dans les programmes de formation. Et puis, vous serez très certainement recontacté par un membre de Digital 113 aussi pour avoir votre avis sur ce que vous avez entendu et puis voir votre positionnement par rapport à la thématique. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres sujets, est-ce que nos intervenants, Magali, Luc, Christophe, vous avez un petit mot pour la fin ou on conclut? Oui, moi juste, mon dernier mot, ce serait de dire qu'en en plus, comme on est conscient que la réglementation évolue, le contenu de programme, il va aussi évoluer avec la réglementation. Donc, on met un point d'honneur, tous les experts les formateurs qui allons participer à ce programme, de ne pas figer dans le temps et de faire évoluer aussi les contenus au regard des évolutions réglementaires. Voilà. Moi, si je dois rajouter une chose, c'est surtout ne vous privez pas, surtout qu'il y a quand même une grosse prise en charge et ça coûte pas très cher, mais ne vous privez pas justement d'avoir l'information parce que ça me semble essentiel. Eh bien, merci. Christophe, tu as une chose à rajouter? Rien du tout? Allez, ben, très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous tous pour votre attention, pour vos questions. Et puis, bah, on reste en contact sur cette thématique et bien d'autres.